Bonjour, aujourd'hui nous abordons une conférence majeure qui consiste dans les soins de support en cancérologie. Immédiatement, il faut préciser que c'est l'approche d'un médecin généraliste suivant des patients cancéreux et toujours en lien avec des cancérologues. Le plan d'exposé, nous allons parler de mes références scientifiques, puis de ma démarche, de mes outils et de ma pratique. Dans mes références scientifiques, nous allons parler de l'introduction du professeur Goldwasser, de l'effet Warburg, de la courbe de Collins, du régime cétogène et le métabolisme de la cellule normale et de la cellule cancéreuse. Le professeur François Goldwasser déclare que les progrès en cancérologie ont d'abord reposé sur une conception de la maladie centrée sur la tumeur. La chirurgie oncologique, la radiothérapie, les médicaments antitumoraux ont validé une approche balistique, centrée sur la tumeur et justifiant de la caractériser avec le plus de précision possible, du constat clinique à l'analyse moléculaire extensive de l'ADN. Immédiatement, je pose la question: que fait-on de l'épigénétisme qui représente 90 à 95% des cancers? Mais M. Goldwasser reprend: les limites sont apparues lorsque la maladie est métastatique, l'effet des médicaments est le plus souvent transitoire et induit un gain en durée de vie, mais in fine, la maladie finit par échapper au traitement et provoque le décès. Ainsi, 400 Français décèdent chaque jour du cancer. Le plus spectaculaire, c'est bien le changement de paradigme, c'est-à-dire glisser d'une médecine centrée sur la tumeur à une médecine centrée sur l'hôte. C'est donc la définition même de la pathologie maligne qui est bouleversée en pointant le rôle clé de l'équilibre entre la présence de cellules cancéreuses d'une part et l'aptitude de l'autre à réagir de manière adéquate. Considérer l'autre, c'est redécouvrir la personne, son état thymique, son état immunitaire, son état nutritionnel et musculaire. J'insiste sur son état immunitaire. Ainsi, progressivement, le cancérologue s'aperçoit que la dépression est plus qu'une altération de la qualité de vie. C'est un état d'immunodépression qui facilite la progression tumorale. Il découvre que la fatigue n'est pas non plus qu'une question de qualité de vie, mais le reflet d'une dépense d'énergie supérieure aux apports et ainsi un indicateur de durée de vie. Il découvre également la nécessité de revenir à la personne, que ceci s'impose et devrait dans les prochaines années réconcilier les approches médicales qui ne se comprennent pas encore. Nous voyons l'évolution du processus tumoral, à savoir qu'il y a une cellule contenant de l'ADN mutant. Ceci passe ensuite au stade d'une hyperplasie, puis d'une dysplasie, ensuite de cellules cancéreuses, et enfin d'un cancer envahissant avec prolifération importante et diffusion dans les vaisseaux de métastase, de cellules tumorales. Voyons le métabolisme de la cellule cancéreuse. Une cause, la dérégulation du métabolisme. Selon Warburg, le cancer doit être interprété comme un dysfonctionnement mitochondrial.
Je répète, le cancer doit être interprété comme un dysfonctionnement mitochondrial. La cause première du cancer est le remplacement de la respiration de l'oxygène dans les cellules normales de l'organisme par la fermentation du sucre. Ceci est donc le professeur Otto Warburg qui a eu un prix Nobel pour cela. À côté, nous avons le docteur Gernez qui a fait une validation chez l'animal. Il a instauré le protocole de prévention active du cancer sur la base d'une expérimentation chez le rat. Théorie des cellules souches, la fameuse courbe de Collins que nous allons voir dans un instant. Il a établi l'utilité de la restriction alimentaire qualitative et quantitative. Et surtout, il a mis sur pied la compréhension du rôle de l'hormone de croissance, la STH. Voyons l'effet Warburg et le métabolisme de la cellule cancéreuse. À gauche, nous avons une cellule saine qui se nourrit de glucose. Ce glucose pénètre la cellule par un transporteur qui s'appelle le GLU. GLU1, GLU2, GLU3, GLU4, etc. Ce glucose intracellulaire va subir tout un phénomène de glycolyse, c'est-à-dire des produits intermédiaires, pour arriver au pyruvate. Ce pyruvate, par un phénomène de respiration oxydative, vient en totalité au niveau de la mitochondrie pour produire de l'ATP, 36 ATP pour une molécule de glucose. À droite, nous avons la cellule cancéreuse qui se nourrit essentiellement de glucose. Ce glucose également va subir un phénomène de glycolyse avec les produits intermédiaires et va donner des acides aminés, des acides nucléiques et un petit peu de pyruvate. Et ce pyruvate va se transformer en acide lactique par un phénomène de fermentation. Donc, chez la cellule saine, le pyruvate, par la respiration, va nourrir entièrement la mitochondrie, alors que le pyruvate, dans la cellule cancéreuse, se transforme essentiellement en acide lactique et va donner très très peu d'informations à la mitochondrie qui ne produira que 2 ATP. Voyons la régulation de l'axe somatotrope par le docteur Gernez, où nous avons au niveau cérébral l'hypothalamus et l'hypophyse qui provoquent l'hormone de croissance. Cette hormone de croissance arrive au niveau du foie et donne le facteur de croissance, IGF. Ce facteur de croissance permet la multiplication cellulaire, donc ça permet à un bébé de grandir in utero, puis ensuite, de la naissance de 3 kilos, il passe à 50 ou 70 kilos, selon que ce soit un petit garçon, une jeune fille, au bout de 20 ans. Et ce facteur de croissance permet la régénération, la cicatrisation, ce qui est un phénomène tout à fait normal. Une fois ce rôle accompli, l'IGF, c'est-à-dire le facteur de croissance, subit un phénomène de rétrocontrôle, et donc l'hypothalamus et l'hypophyse cessent la production. Tout autre est différente, la situation où cette hormone de croissance va être associée à un hyperinsulinisme, c'est-à-dire que nous avons une alimentation en gavage sucré, donc une hyperproduction d'insuline, l'insuline étant elle-même un facteur de croissance, et donc cette hormone de croissance, plus cet hyperinsulinisme, vont décupler ce facteur de croissance, qui va donc contribuer à la prolifération, à la multiplication cellulaire, à la multiplication du phénomène inflammatoire, et là il ne peut plus y avoir de phénomène de rétrocontrôle négatif. Nous avons ici le schéma d'une approche conventionnelle avec
en axe horizontal le précancer biologique, le précancer microscopique, le précancer macroscopique, puis nous arrivons au stade de cancer au stade infraclinique, le cancer clinique et enfin le décès en évolution spontanée. La multiplication cellulaire fait que le stade précancer biologique, précancer microscopique et précancer macroscopique sont au stade de 10 puissance 6 cellules ou en dessous de 10 puissance 6 cellules. Il faut 8 ans pour faire un cancer du sein en moyenne, par exemple. Et donc, quand on a une situation de précancer biologique ou micro ou macroscopique, donc nous sommes en dessous du 10 puissance 6 cellules, l'organisme est capable d'éliminer ce tissu tumoral selon l'expérience du docteur Gernèse. Par contre, à partir du moment où le corps développe un tissu tumoral avec 10 puissance 7 cellules, la régulation homéostasique ne peut plus se faire spontanément. Donc nous entrons ici au stade de dépistage. Ça fait partie des campagnes ciblées en fonction de l'âge, du sexe, des antécédents. Et nous allons pouvoir, à ce niveau-là, avoir, si nous avons la chance de dépister ce cancer, avoir une action thérapeutique. À 10 puissance 9 cellules, nous sommes dans les stades où on peut avoir les premiers symptômes cliniques. Ensuite, nous arrivons au stade du protocole thérapeutique, ce sont les traitements conventionnels, chirurgie, chimio, radiothérapie, etc., qui vont être dans une courte période d'action, alors que tous les stades précédents étaient encore ouverts et possibles, en condition d'avoir effectivement tous les phénomènes de dépistage ou les phénomènes de prévention. Pourquoi la cétose? C'est l'expérience de Walter Longo qui montre que le génome de la cellule normale peut se nourrir de graisse, alors que le génome de la cellule tumorale ne sait pas se nourrir de graisse. Le génome de la cellule normale, donc, protège celle-ci de la chimio. C'est très important à comprendre, c'est-à-dire que dans une cellule saine, les réserves en graisse de l'organisme où la nourriture à partir de lipides est parfaitement acceptée, alors que dans la cellule tumorale, si on supprime le sucre, et comme elle ne sait pas se nourrir de graisse, eh bien cette cellule pathogène n'a plus de carburant pour proliférer. Ceci a bien été montré par les expériences de Yvon Le Mao, avec l'observation des manchots sur la banquise qui restent plusieurs mois sans aucune nourriture et qui vivent grâce à leur graisse de réserve. Pourquoi la cétose à nouveau? Vous avez ici un enzyme glouton à gauche qui absorbe essentiellement du sucre. Ce sucre va être assimilé de façon préférentielle par la tumeur. C'est-à-dire que le cerveau, le muscle, le foie, etc. vont être dépourvus de carburant, car tout le sucre est assimilé pour cette tumeur. Donc la tumeur, elle est bien nourrie, oui, mais le reste de l'organisme se trouve en carence nutritionnelle. D'où ces tableaux de fatigue majeure que l'on rencontre chez les patients cancéreux. À droite, vous avez un enzyme glouton qui assimile des acides aminés et des lipides essentiellement. Et comme la cellule tumorale ne sait pas assimiler lipides, toute l'énergie proposée par l'alimentation est acceptée au niveau du cerveau, acceptée au niveau du muscle, acceptée au niveau des autres organes, puisque les cellules saines sont capables de se nourrir de graisse. Et à ce moment-là, on constate
que le patient retrouve une énergie beaucoup plus importante que lorsqu'il avait une alimentation sucrée usuelle. Quels sont ces fameux corps cétoniques? Je retiens essentiellement l'acide acétoacétate et le DB-hydroxybutyrate, transportés par le sang vers les tissus extra-hépatiques, c'est-à-dire muscles squelettiques, muscles cardiaques, cortex rénal, etc., où ils sont oxydés dans le cycle de Krebs pour fournir une grande partie de l'énergie. Nous voyons sur ce schéma des triglycérides, qui donnent du glycérol et des acides gras libres, qui vont se répartir dans le muscle directement, qui vont repartir également dans le foie, où ils vont subir une glucogénèse, et qui vont donner donc l'énergie nécessaire pour le fonctionnement du cerveau et des autres organes. Donc le cerveau, qui utilise normalement le glucose comme source d'énergie, va se servir des corps cétoniques en cas de carence en glucose. C'est le cas du jeûne prolongé. Nous voyons maintenant le métabolisme de la cellule normale et de la cellule tumorale selon la conception du professeur Mashol. À gauche, une cellule normale, privée de sucre et de protéines. Nous savons que la cellule normale est capable de se nourrir de graisse, donc ces acides gras vont directement pénétrer la cellule, vont directement aller au niveau de la mitochondrie, grâce à une néoglycogénèse, vont donner de l'acide coenzymate, vont donner dans ce cycle de Krebs de l'ATP et de l'oxygène, et de l'eau et du CO2. Ça, c'est le fonctionnement normal d'une cellule privée de glucose ou de protéines. Donc, cette cellule fonctionne très très bien. À droite, au contraire, cette cellule cancéreuse privée de sucre et de protéines ne peut pas assimiler les graisses, nous l'avons vu. Donc, au niveau de la mitochondrie, il y a une privation, il n'y a plus de coenzyme, d'acétylcoenzymate, et la cellule meurt. C'est-à-dire qu'il y a une augmentation, il y a une modification de l'apoptose, la cellule n'est plus capable, puisqu'il n'y a plus de production d'ATP, d'entrer dans un phénomène d'apoptose. En résumé, les glucides constituent un risque pour le cancer, stimulent la croissance des cellules cancéreuses, acidifient l'environnement de la tumeur. Il existe une relation entre la résistance à l'insuline et le cancer. L'insuline se fixe également à un récepteur impliqué dans le cancer. Le glucose est pro-inflammatoire. Les corps cétoniques, au contraire, l'acétone, l'acide bêta-hydroxybutyrate, sont des produits anti-inflammatoires, anti-cancer, bloquent la nutrition glucidique des cellules cancéreuses, apportent une énergie efficace aux cellules normales, boostent le dynamisme intellectuel, effet coupe-faim, effet bienfaisant, bien-être dans son corps. Revenons au plan d'exposé pour arriver à la démarche. Nous allons parler de la médecine intégrative et individualisée et ensuite des 3 piliers psychologiques, activité physique et comportement alimentaire. Médecine intégrative et individualisée. Sur ce schéma, vous voyez écrit en gros « traitement conventionnel ». Il s'agit de toujours respecter le traitement conventionnel. Il est très important que le patient sente qu'il est pris en charge du traitement conventionnel et de ce traitement que nous mettons à côté et que l'on lui propose. Mais il faut qu'il soit en sécurité sur ces 2 approches complémentaires. Nous allons proposer une approche psychologique, une activité sportive adaptée, des comportements alimentaires, des compléments nutritionnels. Nous allons faire ces fameux bilans protéomics et nous allons ensuite proposer une biomodulation et de l'homéo, de la phytothérapie et des produits métaboliques. Le premier pilier, c'est l'abord psychologique. À chaque patient,
il est proposé une réflexion au sujet de ses qualités, de ses projets, afin qu'il puisse sortir de sa culpabilité et tendre vers du positif. Il s'agit de faire comprendre au patient qu'il est intégré dans une approche globale, holistique. Il lui faut suivre le traitement conventionnel et ajouter cette démarche. C'est lui, et lui seul, qui peut optimiser la démarche proposée. C'est le premier concerné. Ça veut dire que l'implication du patient est primordiale. Deuxièmement, deuxième pilier, c'est l'activité physique, type tai chi, yoga, marche, etc. Ou une activité physique associée à une alimentation équilibrée permet au niveau du poids et de la composante corporelle une diminution de l'indice de masse corporelle, de l'adiposité et de la masse grasse abdominale. Du coup, il y a une action au niveau des hormones sexuelles avec une augmentation de la sex hormone bonding, ensuite une diminution des androgènes, une diminution des estrogènes. Au niveau du métabolisme de l'insuline, il y a une augmentation de la sensibilité à l'insuline et diminution de l'insuline du coup, diminution de l'IGF-1. Au niveau inflammatoire et des adipokines, il y a une diminution de la leptine, une diminution du TNF-alpha, de l'interleukine 6 et de la CRP. Enfin, il y a une augmentation de la vitamine D. Donc nous voyons que l'activité physique est très importante pour permettre à l'organisme d'aider au traitement du cancer. Il faut savoir que l'activité physique permet au sucre d'être assimilé sans l'intermédiaire de l'insuline. Troisième pilier, c'est le comportement alimentaire. Nous voyons un changement de comportement alimentaire dans le but de freiner l'hyperinsulinisme. Donc, approche qualitative avec les intolérances alimentaires, approche quantitative, arrêt du gavage lacté, sucré, arrêt avec le respect de l'indice de masse corporelle, bien entendu. Ce comportement alimentaire peut suivre une périodicité annuelle, séquentielle, lors d'un traitement, peut se faire comme l'on indiqué sur le schéma de Gernèse, ça peut se faire lors d'une chimiothérapie, ça peut durer une semaine, 10 jours, 15 jours, un mois, au sortir de l'hiver ou au printemps, ce sont des périodes préférentielles. Le but de ce comportement alimentaire, c'est de freiner la production de l'hormone de croissance et du facteur de croissance. Pour ce troisième pilier, et le comportement alimentaire, nous parlons de la notion de curseur. Donc nous parlons des régimes à index glycémique bas, de cétose exogène et de cétose endogène. Les régimes à index glycémique bas, c'est le modèle paléolithique adaptable à toute personne, à proposer dès qu'il existe une inflammation intestinale. La cétose exogène correspond à la suppression de tout apport sucré, à proposer dès qu'il existe un cancer, sachant que le cancer est nourri essentiellement par le sucre, en intercure, bien entendu, régime sur une semaine, sur un mois, etc. Enfin, la cétose endogène, dit jeûne hydrique, c'est un apport hydrique de jus de bouillon de légumes seul, à proposer dès qu'il existe une chimiothérapie, la veille, le jour J de la chimiothérapie, le lendemain, ce qui a comme avantage de laisser tranquille le foie qui n'a plus à gérer l'alimentation et qui est donc capable beaucoup plus facilement de traiter et de synthétiser les produits de chimiothérapie qu'il reçoit. Le patient accepte un jeûne hydrique encadré sur plusieurs jours, 5 jours, une semaine, 10, 15, 20 jours, jusqu'à 38 jours, et bien entendu dans le respect de l'indice de masse corporelle entre les mains d'un professionnel de santé aguerri. Voici ici un résumé, un tableau synoptique de l'adaptation de l'alimentation vis-à-vis du cancer. Donc on part d'une alimentation usuelle, on arrive à l'indice glycémique bas,
On rentre dans la cétose exogène ou dans la cétose endogène en fonction de la gravité du cancer. Ce comportement alimentaire de cétose exogène est un comportement alimentaire proposé essentiellement, préférentiellement je veux dire, et ce traitement de cétose exogène, une fois le poids stabilisé, le patient reste dans son poids de forme. Et ça, c'est très, très étonnant. Et cela s'observe sur de multiples patients. Une fois le comportement de cétose exogène régulé, le patient reste dans son poids et il s'y sent beaucoup mieux. La cétose endogène étant à utiliser dans les cas, disons, de chimiothérapie très lourde ou de poussée inflammatoire majeure de cancer en phase évolutive. Mais là encore, avec un immense respect de l'indice de masse corporelle, avec une surveillance clinique attentive. L'approche du jeûne, vous voyez qu'ici, sur la ligne supérieure, il y a les légumes verts, les oléagineux, les graisses animales, les protéines animales, les légumineuses, les crudités et les céréales. Pour commencer un jeûne, eh bien le lendemain, on supprimera les céréales, c'est-à-dire qu'on gardera les légumes verts, les oléagineux, les graisses animales, les protéines animales, les légumineuses ou protéines végétales et les crudités. Le lendemain, on aura supprimé les crudités, donc on aura des légumes verts, oléagineux, graisses animales, protéines animales et protéines végétales. Le lendemain, on aura supprimé les légumineuses ou protéines végétales pour garder que les légumes verts, oléagineux, graisses animales, protéines animales. Le lendemain, on aura supprimé les protéines animales pour garder uniquement légumes verts, oléagineux, graisses animales. Le lendemain, on gardera uniquement légumes verts et oléagineux pour arriver enfin à des légumes verts, point. Donc on voit qu'il y a une approche du jeûne qui doit se faire de façon très progressive, organisée, encadrée, dans le respect de l'indice de masse corporelle. Ceci se fait entre les mains d'un médecin aguerri à ce genre de pratique. Et donc, ce patient va faire ce jeûne qui va durer X jours, toujours dans les conditions de surveillance. Et lorsque ce jeûne aura été initié, le patient aura un intestin vide. À ce moment-là, la notion de faim disparaît. On rentre à ce moment-là dans une phase efficace du jeûne. Il va se faire sur plusieurs jours, dans des conditions de surveillance plus. Et à la fin de ce jeûne, on fera une réintroduction progressive alimentaire et on fera le chemin inverse progressif, c'est-à-dire légumes verts. Le lendemain, légumes verts oléagineux. Le lendemain, légumes verts oléagineux, graisse animale. Le surlendemain, etc., pour réintroduire progressivement protéines animales, légumineuses, crudités, céréales. Il est très important de suivre avec un respect très strict cette réintroduction alimentaire, car sinon on risque de relancer un hyperinsulinisme et de relancer le facteur de croissance, et on aurait donc perdu tout le bénéfice de ce jeûne. Voilà une chronologie de l'utilisation de l'énergie, faite par le professeur Massol. Donc nous avons les prises alimentaires avec un postprandial, une digestion sur 8 heures, on a un métabolisme complet qui amène le glucose dans le sang. En phase post-absorptive, nous avons 16 heures, exemple le matin, avec une glycogénolyse hépatique, donc on apporte toujours du sucre dans le sang. On fait ensuite une alimentation au bout de 3 jours de jeûne, on est à court d'alimentation de sucre, donc on est en une néoglycogénèse. Cette néoglycogénèse se fait à partir des acides aminés des protéines musculaires et on apporte toujours au niveau du sang du glucose. Au-delà de 3 jours, donc on a fait un jeûne de 8 jours, on a fait un jeûne de 16 jours, on a fait un jeûne de 3 jours, maintenant on rentre dans un jeûne proprement dit, c'est-à-dire au-delà de 3 jours.
Donc c'est un jeûne dit prolongé, et l'on rentre dans une phase de cétose. Et cette phase de cétose se fait à partir des acides gras du tissu adipeux. Elle va donc donner des corps cétoniques qui vont nourrir toutes les cellules de l'organisme, le cerveau, les muscles, le cœur, etc. Si ce jeûne se prolongeait en semaine, nous entrions dans une cachexie terminale, et là ce serait catastrophique. Donc, il va falloir, en respectant l'indice de masse corporelle, en respectant ce jeûne au-delà de 5 jours, faire prendre conscience au patient qu'il a il est en phase cétonique, donc avec une haleine un petit peu différente, et qu'il est dans une phase qui va être plus ou moins euphorique, plus ou moins en forme, je dois dire plus en forme surtout, et donc ceci se fait avec un apport de corps cétonique, de corps gras. Il ne s'agit plus d'un jeûne proprement dit, car on apporte là des corps cétoniques. Il y a donc les graisses de réserve d'une part, et l'apport des corps cétoniques que l'on donne par ailleurs. Donc on n'est pas dans un jeûne terminal cachexique, on est dans un jeûne prolongé, organisé à partir de corps gras. Donc il n'y a aucun risque de cachexie terminale. Pour aider ce comportement alimentaire, nous pouvons utiliser des compléments alimentaires naturels pour éliminer l'inflammation chronique, souvent digestive. Donc nous allons utiliser des acides gras insaturés type oméga 3, des probiotiques type Bactivite, des anti-infectieux type Citrobiol, etc. Nous allons supplémenter l'organisme intestin, foie, pancréas par le desmodium et la bromélaïne, par des vitamines et des minéraux, acérola, vitamine D3, vitamine A, etc. On va supplémenter le statut des antioxydants par les coenzymes Q10, le curcuma, l'oxytonique. Nous allons orienter la stratégie et relever le système immunitaire en limitant l'angiogénèse par la bromélaïne, en rompant la gaine de fibrine péritumorale par la bromélaïne et en relevant le système immunitaire par l'alcoxyle ou le maïtacine. Revenons au plan de l'exposé. Nous allons maintenant utiliser nos outils, c'est-à-dire le fameux bilan protéomice, les marqueurs, le typage lymphocytaire, les sérologies, et ensuite les guidances, c'est-à-dire la biomodulation, l'homéo, la phyto, les approches métaboliques. La biologie, nous allons parler des tests biophysiques du sérum, du rapport 2/16 OH estrogène dans tous les cancers stéroïdiens. Nous allons suivre les marqueurs tumoraux, le CA15-3 pour le sein, le CA19-925 pour le verre, le PSA et PSA libre et total pour la prostate, l'antigène carcino-embryonnaire pour le côlon. Nous utiliserons également les typages lymphocytaires et nous verrons les sérologies virales. Le bilan protéomice, ça correspond à la vision biologique globale du patient. À gauche, nous avons un versant diagnostic et de surveillance. Vous voyez sur ce graphique une courbe en V. Cette courbe en V est obtenue à partir du sérum du patient mis en présence d'un réactif, de 53 réactifs différents, lus par un lecteur optique, et nous avons donc une réponse en hypo ou en hyper en fonction de la densité de cette flocculation. Les paramètres en vert sont les paramètres inflammatoires, les paramètres rouges sont les paramètres métaboliques, les paramètres bleus sont les paramètres immunitaires, les paramètres violets sont les paramètres tissulaires. Nous avons donc une répartition sur le versant gauche et droit de cette courbe de ces 53 réactifs qui vont nous situer immédiatement si le patient est dans une phase inflammatoire, métabolique, immunitaire ou tissulaire. Et nous aurons donc une interprétation tout à fait possible de l'état homéostasique immunitaire de ce patient. Donc nous avons un reflet à l'instant T de la situation de son cancer. Ce bilan protéomice
a ensuite un versant thérapeutique qu'on appelle la biomodulation, où il y aura les propositions tissulaires, végétales, minérales, et voilà. Il faut savoir que ce bilan protéomice a comme fonction numéro 1 de rééquilibrer le bilan, le statut immunitaire homéostasique de ce patient. Deuxième analyse, c'est le rapport du 2/16 OH estrogène, situation dans toutes les pathologies hyperestrogéniques, hommes ou femmes. Nous avons à gauche un adénocancer du sein en rémission, et vous voyez que le 2OH a une flèche dans le rectangle vert, c'est-à-dire que c'est dans les normes de référence. Le 16OH, au contraire, est sorti de la valeur de référence et en excès. Par contre, le ratio est satisfaisant. Donc, nous sommes dans un cancer du sein avec un pronostic favorable, c'est-à-dire que le mauvais estrogène n'est pas trop présent et que le ratio est correct. Au contraire, sur le schéma de droite, on voit un adénocancer du sein en phase évolutive où le 2-hydroxyhydrogène estrogène est dans la version, dans le rectangle vert. Par contre, le 16-hydroxyestrone est, lui, dans la fraction rouge, mais le ratio est malheureusement dans un cadre négatif. Et donc ici, nous sommes dans une phase évolutive de cancer. Ceci est la preuve biologique de cette phase évolutive de cancer. Je rappelle que cet examen se fait aussi bien pour tous les cancers stéroïdiens, hommes, femmes. Voici les facteurs favorisant l'apparition du cancer du sein chez une femme. Ceci se fait à partir des radiations, à partir du stress, c'est-à-dire la perte de l'être cher d'un enfant, les situations de séparation, de divorce, les situations de harcèlement, etc. Et que nous avons au niveau, effectivement, de tous les stress provoqués au niveau du cortex et de l'hypophyse, nous avons une libération de la FSH avec stimulation au niveau des ovaires et on arrive ainsi au cancer du sein. Même chose pour l'alimentation, avec l'obésité et le sucre. Donc on est dans la situation d'hyperinsulinisme, on revient sur les schémas précédents. Nous avons ici tous les pesticides, insecticides, agricoles, fluor, etc. Nous avons toutes les pilules prolongées de façon excessive et le traitement substitutif hormonal. Tout ceci aboutit au cancer du sein et ceci est malheureusement une donnée beaucoup trop fréquente. Voici le cheminement biologique entre le bon et le mauvais estrogène. Vous avez à gauche, en vert, le 2-hydroxylase, qui, lui, est peu estrogénique, il est anticarcinogène, anti-angiogénique. À droite, nous avons le 16-alpha-hydroxylase, qui, lui, est très estrogénique et très génotoxique. Pour le corriger, nous emploierons le I3C. Voilà la production des estrogènes par la surrénale, androgène, estrogène, par l'ovaire, par l'adipocyte, et même donc une femme ménopausée peut avoir une sécrétion d'estrogène par la surrénale et par l'adipocyte. Donc déjà, nous comprenons l'utilité de faire attention à la prise de poids. Ces trois sources d'estrogènes, surrénale, ovaire, adipocyte, vont donc fabriquer des estrogènes. Ces estrogènes vont arriver dans le foie, où ils subissent une transformation en 2-OH estrogène, donc c'est le bon estrogène, qui est anticancéreux, non estrogénique. Une autre fraction est le 16-OH estrogène, qui lui est très génotoxique, très estrogénique, et lui va se fixer sur les fameux récepteurs. Donc, la boucle entéro-hépatique
de la régulation des estrogènes est absolument fondamental. Donc il est fondamental dans un cancer du sein de respecter ce cycle entéro-hépatique. Les typages lymphocytaires et la cancérologie, voilà quelques paramètres très utiles à connaître pour ceux qui utilisent ce typage lymphocytaire, à savoir le rapport T4-T8 légèrement abaissé, les T régulateurs augmentés, le rapport TH1-TH2, le rapport TH17 sur T régulateur abaissé, les lympho-B abaissés, les T8 cytotoxiques et non cytotoxiques abaissés, les natural killers abaissés, et la surveillance du récepteur soluble à l'IL2. Il est très très important d'avoir une grande prudence dans l'interprétation de ce typage lymphocytaire, et ceci doit se faire entre des mains très exercées. Voilà un schéma pour comprendre globalement que nous avons à gauche la voie des lymphocytes T, T4, T8. Nous avons légèrement à droite, en bleu, la voie des lymphocytes B, et encore plus à droite, les natural killers, ni T ni B. Ces natural killers vont directement au contact de la cellule pathogène. La voie des lymphocytes B va provoquer la sécrétion de plasmocytes qui vont aller au contact de la cellule pathogène. Ces lymphocytes B sont stimulés par le lymphocyte T4 et la voie des lymphocytes T, en particulier du lymphocyte T8 qui est sous l'impulsion toujours de l'IL4, va envoyer une cellule, un lymphocyte T8 cytotoxique au niveau de la cellule pathogène. Donc voilà un schéma bien compliqué, mais une fois assimilé, c'est un régal. Voilà ce qui se passe maintenant dans une néoplasie, dans une physiologie typique. Nous avons donc un système immunitaire qui tranquillement fonctionne. Arrive un phénomène de néoplasie, qu'est-ce qui se passe? Première réaction, c'est la sécrétion des natural killers. Je vous rappelle, c'était la voie lymphocytaire qui passait complètement sur la droite dans le schéma précédent. Maintenant, nous avons ici ces natural killers qui sont la preuve de la cytolyse des cellules anormales. Encore un schéma pour montrer une deuxième étape, donc le système immunitaire, la néoplasie. Nous avons une augmentation des natural killers, une augmentation des T8 cytotoxiques au contact de la cellule tumorale, comme les natural killers. Nous avons des T8 actifs qui sont toujours stables ou légèrement augmentés, ce qui fait donc que nous avons les T8 cytotoxiques et natural killers augmentés. Résultat de la cytolyse des cellules anormales, nous avons les T activés plus ou moins augmentés. Recrutement des lymphocytes. Voici le schéma d'un typage lymphocytaire. Dans 80% des cas, nous avons le récepteur à l'IL2 qui est augmenté. Nous avons le rapport T4-T8 qui est abaissé. Et nous avons le T8 cytotoxique sur le T8 suppresseur qui est augmenté. La fameuse image en cathédrale. Quatrième tableau, les néoplasies et la sérologie. Il est très important de déterminer les réactivations virales éventuelles ou les infections persistantes. Nous parlons bien entendu des infections froides. Je précise bien, des infections froides persistantes. L'EBV a un rôle important dans le cancer du sein et de la prostate. Donc il est illusoire de chercher à traiter un cancer du sein et de la prostate sans passer par le contrôle de l'EBV. Même chose pour les hémopathies. Même chose pour le cancer colique avec le cytomégalovirus. Et même chose, bien entendu, pour le carcinome du col avec le papillomavirus. Maintenant, nous entrons dans les guidances thérapeutiques. Ces guidances thérapeutiques, elles agissent en synergie.
Je rappelle que la biomodulation a comme rôle de rééquilibrer le système immunitaire avec des remèdes homéopathiques individualisés, avec des isothérapies des produits de chimio de radiothérapie, avec l'utilisation des facteurs de croissance en dilution homéopathique dilués dynamisés. Nous aurons ensuite des produits de phytothérapie ou d'approche métabolique ciblés en fonction de la pathologie. Par exemple, pour la phytothérapie, le scutea, le crucibro, le nacitrus, la célandine, le G-Cadis, le lapacho. Dans les approches métaboliques ciblées toujours en fonction de la pathologie, nous aurons la méthaphérine, plastiférine, nucléoxine, vitamine C liposomale, coenzyme Q10, glutathion et la mycothérapie. Revenons sur ce bilan protéomice. Nous avons vu la partie gauche qui est diagnostic et surveillance. Voyons maintenant cette partie droite qui est uniquement de la biomodulation, c'est-à-dire rééquilibrer au mieux le système immunitaire par une biomodulation végétale, par une biomodulation minérale, par une biomodulation aromatique, par une biomodulation tissulaire et par des antifractions si c'est nécessaire. Nous abordons ensuite l'homéopathie avec la répertorisation homéopathique de Kent, chère à tous les homéopathes. Nous allons utiliser des isos de chimio, d'hormonaux, d'immuno ou de radiothérapie avec des dilutions successives et croissantes en dose hebdomadaire. Nous allons utiliser les antifacteurs de croissance, c'est-à-dire l'IGF en 30 CH, l'ADN ARN en 5 CH en dose hebdomadaire, le somatostatine et la thymuline. Toujours dans l'homéopathie, autour de cette fameuse STH, nous aurons dans les cancers hormonaux chez la femme FSH, IGF en 30 CH. Nous mettrons de la gonadostimuline en cas de cancer de l'ovaire ou du col, de l'utérus. Chez l'homme, pour le cancer du testicule, nous mettrons de la FSH. Pour le cancer de la prostate, nous mettrons LHRH et IGF. Nous ajouterons de LH s'il y a un traitement par les agonistes. Dans les hémopathies, dans les leucémies aiguës, lymphoïdes ou myéloïdes, dans les leucémies chroniques, lymphoïdes ou myéloïdes, nous utiliserons l'IL-7 ou le TK. Dans le cancer thyroïdien, la TSH ou l'iodome, les cancers épithéliaux, peau, glandes, côlon, rectum, pancréas, poumon, cerveau, nous utiliserons l'EGF et l'IGF en 30 CH. Voyons les compléments alimentaires naturels. Il s'agit donc d'éliminer l'inflammation par l'utilisation de probiotiques et d'oméga 3, de supplémenter l'organisme qui est complètement carencé avec de l'oxyde tonique, du desmodium, de la vitamine D, de la vitamine C, des coenzymes Q10, et de réorienter et de remodeler le système immunitaire avec la bromélaïne, l'alcoxyl et le maïtachine. Nous utilisons la phytothérapie. Maintenant, c'est une guidance en fonction du traitement proposé, chimiothérapie, radiothérapie, mais c'est un outil donné de façon précise sur tel ou tel type de cancer. Je rappelle, la biomodulation, c'est l'équilibre du système immunitaire, tandis que la phytothérapie et les produits métaboliques, eux, sont spécifiques comme action. Donc, on va avoir ici en traitement systématique du scutea, du nacitrus, de la bromélaïne, que nous associerons à la célandine en cas de chimiothérapie, au G-Cadis en cas de radiothérapie, au crucibro si c'est un cancer thyroïdien ou digestif, au synthea si c'est un cancer pulmonaire ou s'il y a une angiogénèse marquée, et au lapacho s'il y a une réaction tissulaire. Revenons une seconde sur ce rapport du 2/16 OH estrogène. Dans toutes les situations d'hyperestrogénie, homme ou femme, nous avons vu tout à l'heure qu'il y avait un adénocancer du sein gauche en rémission. Très bien, on en reste là. Alors que dans le tableau à droite, on a un adénocancer du sein gauche en phase évolutive, puisque le ratio est au-delà de chiffre normal. Ça veut dire que à ce moment-là, il faudra donner l'intérêt d'ajouter de l'I3C chez ce patient.
En phytothérapie, nous aurons, en fonction des remèdes tissulaires, des biomodulations tissulaires du bilan protéomiste, nous pourrons ajouter quelque chose au niveau du foie, du pancréas, de l'intestin, en fonction, bien entendu, des modulations tissulaires proposées. Voyons maintenant les approches métaboliques avec la méthaphérine, la plastiférine, le lactophérine, la nucléoxine et la vitamine C, le coenzyme Q10 et le glutathion. Le rôle de la méthaphérine, action à tous les niveaux cellulaires, action directe au niveau du noyau par la lactophérine, action directe au niveau de la mitochondrie par le coenzyme Q10 et la vitamine D, action directe au niveau du cytoplasme de la mitochondrie par l'acide alpha-R-lipoïque et l'hydroxycitrate. Donc c'est un produit extrêmement complet au niveau du noyau, au niveau de la mitochondrie, au niveau du cytoplasme et de la mitochondrie à nouveau. Le rôle de la plastiférine, c'est là une stimulation du collagène, une réparation du tissu conjonctif, une cicatrisation, une réduction de la fibrose et de la sclérose post-radiothérapie, le fameux lymphœdème du bras chez les patientes opérées du cancer du sein, action au niveau mitochondrial pour restaurer la chaîne de transfert d'électrons, action sur la vitamine D, la teneur en vitamine D diminuerait de 25% le risque de cancer. Le rôle de la lactophérine, action au niveau du noyau cellulaire, activation des cellules immunes, inhibition de l'angiogénèse, régulation de la croissance cellulaire, promotion de l'apoptose, suppression des tumeurs. Voilà toutes les actions de la lactophérine. Rôle de l'acide alpha-R-lipoïque, la récupération. L'acide alpha-R-lipoïque inhibe l'enzyme pyruvate déshydrogénase kinase, ce qui favorise l'utilisation mitochondriale du pyruvate, ce qui favorise la synthèse de l'acide citrique. Cet acide alpha-R-lipoïque stimule la pyruvate déshydrogénase décarboxylase, ce qui favorise la pénétration du pyruvate dans la mitochondrie. Et vous vous souvenez, dans les schémas où l'on montrait le rôle dans la respiration oxydative du pyruvate directement sur la mitochondrie, par la respiration oxydative, alors que par le phénomène de fermentation, ce pyruvate donne très très peu d'énergie à la mitochondrie. Or là, on favorise la pénétration du pyruvate dans les mitochondries. Donc c'est une récupération. Le rôle de l'acide hydroxycitrique, toujours récupération, inhibe la citrate lyase, convertit l'acide citrique des mitochondries vers le cytoplasme en pyruvate, favorise la formation d'acides gras via l'acétylcoenzyme A. Nutrithérapie de la cellule cancéreuse, voilà un schéma du professeur Massol. Je voudrais retenir sur le schéma à droite le rôle du nucléoxine qui favorise la pénétration du pyruvate dans la mitochondrie, de l'acide alpha-lipoïque qui favorise également cette pénétration et de l'acide hydroxycitrique qui a ce même rôle toujours pour amener un maximum d'énergie au niveau de la mitochondrie, relançant ainsi le phénomène d'apoptose qui était perdu. Le rôle de la nucléoxine au niveau du cytoplasme, la production de NADH entraîne une atténuation de la grosseur des tumeurs et un ralentissement de la progression tumorale, favorise la réversibilité lactate-pyruvate en présence d'oxygène. Ceci est absolument fondamental. Donc la nucléoxine favorise la réversibilité lactate-pyruvate. Puissante antioxydant, précurseur du glutathion, synergie du NADH et du comportement alimentaire. En effet, les corps gras hydrosolubles forment le carburant idéal pour les cellules saines. La combustion de cétone dans la mitochondrie est plus efficace que celle du sucre.
De plus, la combustion de cétone libère à nouveau de l'acétylcoenzyme, réutilisable dans le cycle de Krebs, assurant une production accrue d'ATP. Le rôle du nucléoxyde maintenant au niveau de la mitochondrie, nous avons vu à l'instant au niveau du cytoplasme, maintenant au niveau de la mitochondrie, contribue à la régression tumorale des cancers qui conservent une certaine activité d'oxydophosphorylation. C'est le cas du cancer du sein, notamment par l'action sur l'activité métastatique et l'adhésion cellulaire. C'est le cas du cancer de l'ovaire en relation avec l'expression du gène de prédisposition, BRCA1, dont l'inactivation se traduit par un niveau élevé de NAD. Producteur d'énergie, il contribue à la meilleure utilisation de l'ATP. Nous avons vu au niveau du cytoplasme, au niveau de la mitochondrie, maintenant nous le voyons au niveau du génome. Le NADH module l'expression génétique de l'ADN nucléaire et mitochondrial et possède des conséquences favorables contre le cancer. Le NADH favorise le suicide cellulaire, l'apoptose, et réduit la prolifération cellulaire par inhibition des facteurs nucléaires NF-κB et HIF, par l'activation des polyphénols. La ribosylation permet la réparation de l'acide nucléique, ADN-ARN, endommagé par les effets exogènes tels que la chimiothérapie. Voilà un schéma qui synthétise de façon remarquable l'action du NADH, donc du nucléoxyde. Vous avez à gauche un vaisseau sanguin nourricier qui apporte et du glucose et de l'oxygène. Ce glucose est absorbé de façon préférentielle par la cellule cancéreuse hypoxique à droite, qui par fermentation va donner le pyruvate en lactate. Ce lactate passe de cette cellule hypoxique à une cellule oxydative qui est encore capable de recevoir de l'oxygène, et ce lactate, grâce au NAD, va se transformer en pyruvate pour donner du NADH et relancer ainsi l'activité de la mitochondrie qui produit du CO2, de l'ATP et de l'eau. Et l'on entre ainsi dans le phénomène d'autophagie, c'est-à-dire que la cellule est capable de rentrer dans un phénomène d'apoptose, un phénomène normal. Le rôle de la vitamine C. La vitamine C est la substance fondamentale, maintien de la consistance du collagène, empêchant la prolifération cellulaire, la diffusion vasculaire et lymphatique. La matrice extracellulaire des cellules tumorales dépend de la teneur en vitamine C. Le rôle de la vitamine C par la fameuse réaction de Fenton. La cellule tumorale accumule un taux élevé de fer libre pour se multiplier à l'état réactif. La cellule tumorale produit peu de catalase, d'où l'accumulation de peroxyde d'hydrogène, H2O2. La cellule tumorale a un niveau très bas d'antioxydants SOD, glutathion peroxydase. La matrice extracellulaire des cellules tumorales dépend de la teneur en vitamine C. D'où vitamine C plus fer libre plus peroxyde d'hydrogène H2O2 donne un radical hydroxyle HO. Ce radical HO superprooxydant détruit la cellule tumorale. Par contre, la cellule saine, ayant un taux élevé de catalase, est épargnée de ce superprooxydant. Le rôle de la vitamine C et le système immunitaire. La vitamine C renforce le système immunitaire. La vitamine C améliore la fonction des phagocytes, se concentre dans les globules blancs. La vitamine C améliore la réponse immunitaire à médiation cellulaire, c'est-à-dire activation des macrophages, des lymphocytes T spécifiques, en les multipliant, en les maintenant vivants. La vitamine C stimule la production des cytokines. La vitamine C stimule la production du NO, tuant les agents pathogènes. La vitamine C améliore la production de lymphocytes B, donc des anticorps. La vitamine C stimule la production des natural killers, la production des prostaglandines. Nous faisons une introduction à la mycothérapie avec un produit qui est très immunostimulant, c'est le Coriolus versicolor. Un produit
sur la cancérologie globale, c'est le complexe myco-onco. Pour en venir au cancer, voici des spécificités de quelques champignons. Donc, un cocktail qui induit l'apoptose des cellules cancéreuses, c'est le reishi et l'agaricus. Un produit qui a un tropisme sur les origines virales, c'est le Coriolus versicolor. Un produit qui a un effet antimétastatique, c'est le maïtake. Un produit qui, au début d'un cancer, réduit l'apport en glucose, c'est le fameux coprin. Selon le professeur Michel Massol, la modulation des activités enzymatiques par les facteurs nutritionnels représente une véritable opportunité thérapeutique contre le processus tumoral. Revenons au plan de l'exposé pour partir maintenant de la pratique. Nous allons voir les guidances thérapeutiques adaptées au stade évolutif. Nous allons voir des observations. Donc, résumé de la guidance face au cancer. En haut, soutien psychologique, implication, attente, projet. En dessous, activité physique, un maximum en fonction des possibilités du patient. Ensuite, une alternance à définir en fonction de l'indice de masse corporelle et des possibilités du patient et de la gravité de la situation, entre l'IGBA, l'acétose exogène, l'IGBA, l'acétose endogène, l'IGBA, etc. Ceci relève de la compétence du médecin. Il s'agira ensuite d'apporter des compléments alimentaires naturels. Puis nous utiliserons la biomodulation du bilan protéomique avec biomodulation végétale, minérale, aromatique, tissulaire et des antifractions. Nous utiliserons les facteurs homéopathiques, les facteurs de croissance, EGF, IGF, TGF, STH, en très haute dilution, 30 CH. Nous utiliserons la phytothérapie, QTA, Crucibro, Lapacho, Célandine, GK10. Et enfin, nous utiliserons les produits métaboliques tels que nucléoxine, acide alpha-R-lipoïque, hydroxycitrate, méthaphérine, vitamine C, mycothérapie. Voyons le cas d'un patient qui a une polyarthrite rhumatoïde, vu en consultation depuis 2005 pour une polyarthrite rhumatoïde. DR1 traité uniquement par homéopathie. Suivi régulièrement à l'aide du bilan protéomique. Découverte fortuite en 2016 d'un cancer de la prostate à un stade infraclinique grâce à ce fameux bilan protéomique pratiqué avant et après une cure de jeûne endogène. Donc une semaine de bouillon de légumes avec, bien entendu, préparation, la semaine de jeûne et la récupération très progressive de l'alimentation. Voilà donc ce patient avec ce profil typique d'une polyarthrite rhumatoïde. Et donc vous voyez à gauche une courbe complètement désaxée à droite, sur le versant droit, et ici une image en rosace montrant cette image initiale du 13 décembre 2005, avec des phénomènes verts très augmentés, donc des douleurs, une phase inflammatoire, des phénomènes rouges montrant des erreurs alimentaires, métaboliques, des phénomènes violets montrant tout à fait la participation immunitaire de ce patient, et enfin des tests violets montrant l'action tissulaire aussi bien au niveau intestinal qu'au niveau articulaire. Ce même patient, après une cure de jeûne, la courbe du côté gauche, courbe de contrôle, c'est une courbe en V, nettement plus équilibrée, et nous voyons en image en rosace que les paramètres verts ont nettement diminué, les paramètres rouges ont complètement disparu, restent quelques paramètres immunitaires et quelques paramètres tissulaires. Ceci est après une cure de jeûne. Voilà, découverte d'un adénocancer de la prostate, alors que tout allait bien, nouveau contrôle, et l'on voit apparaître ici un test vert tout seul, ici, un test violet immunitaire, et encore quelques paramètres tissulaires. Devant la réapparition de ce phénomène inflammatoire isolé, pour un médecin habitué à l'utilisation de ces bilans, c'est un signe
d'un facteur évoquant un cancer. Donc, la migration de ces paramètres sur les courbes est extrêmement importante et la réapparition d'un phénomène inflammatoire comme ça est très évocateur d'un cancer. Voilà le traitement qui est fait chez ce patient, mis en cétose, avec de la phytothérapie en première intention. Et on voit une régression, effectivement, de tous les paramètres. Peu de temps après, toujours traitement de cétose, de phytothérapie et d'approche métabolique, et vous voyez la disparition complète de tous les phénomènes inflammatoires, métaboliques, immunitaires et tissulaires. Je rappelle que ce patient devait, au stade de Gleason 7 et Pyrade 4, être opéré et avoir le protocole du traitement de son cancer de la prostate. Voici le schéma en rosace de cette courbe de flocculation pour donner un peu l'idée de ce qui se passe. Voilà un deuxième exemple. C'est Monique qui a un sarcome mammaire gauche, métastatique pulmonaire, hépatique, ganglion médiastinaux, métastase osseuse, et l'on voit ici, effectivement, sur la courbe, sur la rosace gauche, la participation inflammatoire très forte des paramètres verts. Sur la courbe droite, sur la rosace droite, on voit la correction extraordinaire de ces paramètres verts. Voilà une jeune femme de 28 ans avec un carcinome mammaire droit, métastase, os, foie, poumon, médiastinaux, subcutané, avec une métastase cérébrale opérée. Voilà. Et donc, on voit l'apparition progressive de son inflammation. Donc, de la rosace gauche à la rosace droite, on voit une augmentation de ses paramètres inflammatoires, et l'on voit également une augmentation de ces paramètres métaboliques, c'est-à-dire son phénomène de peur, d'angoisse chez elle. Cette même Angélique va développer ce cancer, et l'on voit toujours l'augmentation des paramètres verts, ici. À droite, légère régression de ces paramètres verts, légère régression de ces paramètres rouges. Voyons, Monique, 70 ans, adénocancer de l'ovaire, carcinose péritonéale, on y enlève 6 litres d'acide, chirurgie, tamoxifène, et l'on voit ici la biomodulation avec ce paramètre, cette rosace, en avril 2017, tous ces paramètres verts extrêmement augmentés, les paramètres rouges moyens, les paramètres immunitaires complètement stimulés, les paramètres tissulaires également très augmentés. En juin 2018, disparition, c'est absolument époustouflant, disparition des paramètres inflammatoires, amélioration notable des paramètres rouges, disparition des paramètres immunitaires et amélioration conséquente des paramètres tissulaires. Pour faire une synthèse, nous proposons le raisonnement de base. Il s'agit donc de faire un trépied psychologique pour obtenir l'implication du patient, toujours en lien avec le traitement conventionnel, avoir une implication physique avec une activité physique autant faire se peut, un comportement adapté à la situation, aux possibilités et à la gravité de la pathologie. Deuxième ellipse, la biologie avec le bilan de flocculation, le typage lymphocytaire, les marqueurs, le rapport 2/16 OH estrogène. Enfin, cette biomodulation qui a comme principe d'équilibrer au mieux le système immunitaire de ce patient. Et à ce traitement de biomodulation, on va ajouter des traitements spécifiques de phytothérapie, de produits métaboliques, de vitamine C et de mycothérapie. Donc, ici, cancer biologique, cancer évolutif ou cancer en rémission. Donc, psy, comportement alimentaire,
biologie, biomodulation, avec de chaque côté, cancer en évolution, la phytothérapie, le NADH, c'est-à-dire le nucléoxyde, la méthaphérine, plastiférine, vitamine C, coenzyme Q10, glutathion, mycothérapie. Au contraire, dans un cas de cancer de rémission, on diminue largement les doses et on donne de la phytothérapie, du NADH, de la méthaphérine, plastiférine et vitamine C. Je vous remercie.